C'est un samedi à Bamako, jour de rassemblement parmi beaucoup d'autres. Sur l'avenue de l'Indépendance, quelques centaines de manifestants, essentiellement masculins. Leur exigence tient en quelques mots. À quelques centaines de mètres, un autre rassemblement, plus silencieux, non moins excédé, les femmes. Organisées en association, elles veulent faire entendre leur voix, redoutent par-dessus tout une acceptation négociée de la charia, version djihadiste. Réclament un peu pêle-mêle la paix, la guerre, en tout cas la fin du cauchemar. Les gens souffrent beaucoup, vraiment, les femmes ne peuvent pas sortir. Une femme, on fouille les femmes chaque jour. Hein? On viole les femmes, on est fatigué. On ne peut même pas sortir, on ne peut même pas expirer, même chez toi. Si c'est la paix, si on peut avoir ça avec la guerre, il faut ça. Nous-mêmes, on est là pour ça. Parce qu'on est là bientôt un an, on est bientôt un an. On en a marre, on veut la guerre, vraiment. À plus de 600 km de la zone occupée, Bamako ne ressemble pourtant pas à une cité en guerre. 8 mois après le coup d'État qui a abouti au renversement du pouvoir élu et débouché sur la perte des 2/3 du pays, prévaut même une apparente normalité. Si les touristes ont disparu, au désespoir de ceux qui en vivaient, et si les Européens dans l'ensemble se font rares et discrets, la ville est approvisionnée. Les administrations fonctionnent tant bien que mal, sous l'autorité d'un pouvoir de transition civil, faible et confus. Retirée dans un camp des environs, l'armée putschiste veille, paradoxalement invisible en ville. Dans une assemblée nationale en demi-sommeil, nous rencontrons un député de base, membre du parti naguère au pouvoir. Plus que sa disgrâce, la débâcle militaire l'a brisé. Notre pays est un pays d'histoire. Nos grands-parents, nos ancêtres ont été toujours des héros. Dire cette fois-ci que nous avons baissé le bras devant une rébellion qui ne dit pas son nom, cela est humiliant. Dire aussi que notre pays est divisé aujourd'hui, tout le monde le sait. Ça, c'est humiliant pour le pays, pour nous tous. Et nous, nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos pères sont de l'autre côté, comme des esclaves, comme des prisonniers. Non loin du centre, entre mille autres, un grain. Ainsi nomme-t-on au Mali des groupes de quartiers informels qui se retrouvent pour discuter de tout et de rien, des événements du jour. Celui-ci se surnomme Badoua, l'enseigne qui sert d'adresse de ralliement. Autour d'un thé, des jeunes et des moins jeunes, étudiants, fonctionnaires ou encore médecins. Sur un point, tout le monde est d'accord. Il faut qu'ils nous laissent partir à la guerre. Nos cousins là-bas, ils souffrent. Ils souffrent vraiment. Il est temps d'arrêter ce scénario. Pour prendre les armes, pour aller au nord, pour libérer les Mali. Parce que c'est une honte pour nous, quoi. Vraiment. Et aujourd'hui, un sujet fâche ou inquiète, les négociations de Ouagadougou qui réunissent représentants de Bamako, du MNLA et même des islamistes d'Ansardine. Pour beaucoup, discuter, c'est déjà mettre en question l'intégrité du pays, sa laïcité, l'unicité de la loi. Pourquoi négocier avec des terroristes? Ces gens-là, pour moi, c'est des terroristes. Donc, il n'y a pas de négociation. Donc voilà, quant à moi, l'heure n'est plus à la négociation. Voilà. La laïcité du peuple malien n'est pas négociable. Qu'il cherche que l'intégrité du territoire n'est pas négociable. Une figure du quartier fait son apparition, le rappeur Master Soumi, célèbre au Mali pour sa dénonciation du système. Cette fois, c'est sur le nord qu'il improvise. Négocier, dialoguer, discuter, négocier avec qui de quoi. Elle n'est pas dissous de constitution, elle est là pour servir les valoirs qui les droits. Intégrité territoriale pas négociable, c'est moi la formule de laïcité n'est pas négociable. Votre charia là est inapplicable, désolé la requête est irrécevable. On veut la paix, chez qui veut la paix prépare la guerre. Yeah. L'islam c'est la paix. Un musulman ne peut pas forcer quelqu'un à être musulman et un musulman ne peut pas laisser son prochain dire qu'il n'est pas musulman. Bon, couper les mains comme ça et puis tuer les gens comme ça, vraiment, on condamne fermement.
L'homme qui s'exprime ainsi, Cher Haïdara, n'a pas la réputation de parler pour rien. Plus inspiré du soufisme que du djihadisme, ses prêches attirent des foules immenses. Il était en août dernier l'un des orateurs d'un rassemblement religieux de 50 000 personnes au grand stade de Bamako, officiellement pour la paix. Homme d'affaires avisé, il règne depuis son palais mosquée flambant neuf sur un empire caritatif nommé Ansardine, à ne pas confondre avec le mouvement guerrier du Nord homonyme, proche d'Al-Qaïda. Face à ceux qu'il considère comme usurpateurs, il est sans complaisance. On est là pour la paix, on ne cherche pas que ça. Si c'est de devenir soldats étrangers, on est d'accord. Si nous-mêmes on peut faire, on va faire. On a besoin d'aide, que ça vienne de France ou Amérique, d'aide seulement. Où que ça vienne. Aide y compris militaire? Des militaires, oui, pourquoi pas. Répétition de sourates au centre Yatabaré, l'une des innombrables écoles coraniques de Bamako. L'une des plus anciennes aussi, un demi-siècle d'existence. 1600 élèves du cours élémentaire au baccalauréat, garçons et filles séparés. Programme conforme aux textes officiels, avec par définition une forte coloration religieuse. En dépit de la laïcité officielle du pays, l'enseignement coranique ne cesse de gagner en influence, y compris à Bamako. Phénomène certes témoin d'une poussée islamique générale, mais dont il ne faut pas caricaturer l'ampleur et la portée. L'islam règne ici depuis 14 siècles. Traditionnel, voire traditionnaliste, il accepte la charia dans son principe, mais ses fidèles, en grande majorité, apprécient peu le spectacle du Nord. Bien sûr, ça nous unit, effectivement, parce que la manière dont les choses se sont passées, les règles de l'islam ne nous a pas enseigné comme ça. Et le prophète Père Solé, dans sa vie, n'a pas appliqué comme ça. Le mot islamisme, même, moi, je ne crois pas de ce mot-là. Il faut qu'un musulman, c'est un musulman. Vendredi, à l'heure de la grande prière, mosquée Salam, quartier Badalabougou. L'imam se nomme Mahmoud Diko, théologien d'inspiration wahhabite, réputé pour son rigorisme. Président du Haut Conseil islamique, il a tenté d'ouvrir un dialogue avec les factions du Nord, dont il est lui-même originaire, sans succès. Aujourd'hui, il demande aux fidèles de prier pour que le pays retrouve son unité, que l'islam se tienne éloigné des extrémismes. La guerre, il espère encore l'éviter. C'est que nous pensons qu'il faut explorer encore une fois toutes les voies de dialogue possibles avant d'aller à une guerre. Une guerre, c'est la pire des solutions. Et nous pensons que ceux qui sont là-bas, qui sont quand même des fils de ce pays, on ne peut pas les jeter à la mer. Il faut trouver une solution avec eux. Donc il faut discuter, il faut oser discuter. Discuter, ce n'est jamais mauvais. Discuter avec eux, parler de notre pays, quelle que soit la nature de la revendication. Pensons que nous pouvons parler. Quelle que soit la nature de la revendication, ça ne nous empêche pas de discuter et de parler. Et peut-être même de trouver un compromis. Maintenant, les autres qui ne sont pas des Maliens, ils peuvent vraiment nous excuser et aller ailleurs. Nous sommes très hospitaliers, mais si vraiment il faut venir nous occuper, ça c'est autre chose. Le religieux Mahmoud Diko n'est pas le seul à se méfier de la guerre. S'il préfère rester discret dans la ferveur patriotique ambiante, d'autres, bien éloignés de lui, partagent ses doutes ou ont quelques raisons de la craindre. Fondateur d'un centre culturel désormais déserté, Mohamed est à Bamako l'un des Touaregs les plus en vue. L'un des derniers aussi. La plupart ont fui par crainte de représailles lors de la chute du Nord. Hostile à l'indépendance, lui-même dit n'avoir jamais été inquiété. Cette guerre a commencé avec les Maliens et elle doit finir par les Maliens. Elle doit être finie par des Maliens. Hein? C'est vrai que les Touaregs maliens, ce sont eux qui ont commencé la guerre et les autres sont rentrés là. Ce sont eux qui peuvent se défaire de ceux qui les ont accompagnés. L'étranger ne peut rien faire dans cette guerre des sabres. Autre rare voix dissonante, si l'on peut dire, dans le désert, celle d'Aminata Traoré. Ancienne ministre de la Culture, figure malienne de l'altermondialisme et du féminisme. Elle n'écarte pas l'option guerrière, mais prône la négociation avec les islamistes. Une fois qu'on a commencé à détruire un pays, la réconciliation est une tâche considérable.
Et il y a des choses qui sont difficilement récupérables, c'est-à-dire la volonté de vivre ensemble. Nous n'avons pas d'école, on n'a pas d'hôpitaux, nous n'avons strictement rien. Mais le peu qui nous reste de notre pays peut nous échapper si nous allons à la légère dans cette guerre. Et si elle doit être faite, en tout cas, je pense que ce n'est pas à une quelconque communauté internationale qui a une part considérable de responsabilité dans notre situation d'en décider. Appréciation des conséquences de la guerre, opportunité de discuter avec l'ennemi ou d'une intervention étrangère, dans la capitale du moins, les clivages de la société malienne sur la question du Nord sont à la fois réels et ténus. Ce qui divise demeure au total moins profond que ce qui réunit. Refus de la partition ou de l'occupation, rejet de la charia punitive, volonté quasi unanime de restauration à tout prix d'un pays qui montre dans la tourmente une paradoxale consistance. Incapables de susciter en dehors de milieux restreints un courant de sympathie ou un mouvement de contagion réel en leur faveur, les djihadistes, à cet égard, ont peut-être perdu.